Merci beaucoup, Monsieur Malédan. Alors, je voulais tout d'abord effectivement remercier le comité d'organisation, en particulier le Dr Gise, de me faire l'honneur et le plaisir de me permettre de participer à cette belle odyssée. Odyssée qui va donc porter sur le thème de l'incertitude. Et c'est vrai que c'était pas volontaire de ma part, mais en revoyant le titre, faire de nos incertitudes une certitude, d'emblée déjà, on peut se demander s'il n'y a pas une certaine ambiguïté, effectivement, quand on annonce la couleur de ce topo. Alors, je voudrais bien la lever tout de suite. J'ai aucunement la prétention ni la possibilité de transformer toutes nos incertitudes en certitudes. Autrement dit, on ne va certainement pas chercher aujourd'hui à faire disparaître l'incertitude. Pourquoi? Parce que ça serait vain, ça n'est absolument pas possible. On vit dans un monde transpercé de part en part par l'incertitude. Il n'y a qu'à regarder tous les événements qui se passent actuellement pour s'en rendre compte. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de l'acronyme VUCA World, qui a été développé dans les années 90 par l'US Army, justement pour rendre compte, avec le V de volatilité, le U de uncertainty en anglais, l'incertitude, le C de la complexité, le A de l'ambiguïté, rendre compte de tous les changements permanents qui caractérisent notre monde postmoderne. Alors, peut-être que déjà, si on devait revoir le titre, ça serait plutôt « Comment rendre nos étudiants, nos apprenants, certains qu'ils évolueront dans l'incertitude ?» Ça me paraîtrait plus juste. Donc, comme le disait le professeur Malédan, je suis médecin interniste au CHU de Rennes et puis également doctorant en sciences de l'éducation à l'université de Strasbourg. J'ai la chance d'être dirigé par le professeur Emmanuel Triby et le professeur Thierry Pellassia, que je cite parce que je pense que vous êtes nombreux ici à le connaître. Mes liens d'intérêt qui concernent en fait des liens dans le cadre d'essais cliniques dans le domaine de l'immunologie. Donc, j'ai la faiblesse de penser qu'aucun n'a pu influencer la présentation du jour. Et donc, la roadmap, le trajet qu'on va suivre pour ce petit voyage ensemble, on va déjà se demander pourquoi s'intéresser à l'incertitude, et puis à travers une petite revue de l'évolution historique du concept d'incertitude, essayer d'esquisser ensemble une définition pratique qui serait opérationnalisable pour nous en tant que formateurs, avant de voir quelques pistes qui pourraient nous aider à mieux préparer nos étudiants à cet enjeu majeur de formation que constitue l'incertitude. Alors pourquoi l'incertitude? C'est une première bonne question. Si on se dit l'incertitude, elle est partout, elle est inhérente à l'acte de soin. Finalement, pourquoi s'en préoccuper? Nos apprenants, ils vont développer finalement comme une espèce de capacité transversale qui va de manière implicite progresser au cours de leur apprentissage. Alors non, c'est clairement pas suffisant. Et ce que l'on sait à présent, c'est que l'incertitude, lorsqu'elle est mal gérée, elle a des conséquences potentiellement sévères. Vous vous rappelez peut-être de cette étude du British Medical Journal il y a quelques années, mais qui faisait remarquer que les erreurs médicales étaient la 3e cause de mortalité aux États-Unis. Et quand on sait que les erreurs médicales, dans 80% des cas, elles proviennent directement d'erreurs de raisonnement clinique. Ce n'est pas des erreurs de procédure technique, ce n'est pas des erreurs organisationnelles, ni des erreurs de communication, c'est des erreurs de raisonnement. Et quand on connaît, au fil des travaux, notamment menés actuellement dans le champ de la psychologie cognitive, l'influence de l'incertitude sur la survenue de biais cognitifs et donc d'erreurs de raisonnement, on ne peut que voir le potentiel dramatique de la mauvaise gestion de l'incertitude en termes de sécurité des patients, mais également des praticiens, puisqu'on a bien démontré un surrisque de burn-out chez les médecins soignants en général. Alors je précise que ce topo d'ailleurs et les différents concepts que je vais vous présenter ont été développés dans l'ensemble des disciplines de la santé, ne sont absolument pas spécifiques de la profession médicale. Donc excusez-moi si je fais un lapsus parfois en parlant de médecins, mais on s'adresse bien à toutes les professions de santé, sans distinction. Un risque de burn-out chez les soignants qui est bien avéré, un risque de iatrogénie pour nos patients. Une des dérives qu'on voit chez des praticiens qui ne tolèrent pas bien l'incertitude, c'est le recours abusif à des examens complémentaires, avec tout ce que ça peut comporter en termes d'impact et de risque pour nos patients, et donc de détérioration globale de la qualité des soins. Mais une autre dérive qu'on voit, et on l'a vu encore récemment avec les grands événements qui se sont produits ces dernières années, les médecins ou les soignants qui tolèrent moins bien l'incertitude peuvent être tentés de développer dans leur coin des solutions qui parfois vont s'écarter largement de l'evidence-based medicine et emprunter plutôt des chemins heuristiques, faire appel à des pratiques un peu divinatoires. Alors voilà, en Bretagne, nous on a des druides, mais c'est certain que quand chacun fait sa potion magique dans son coin, autant ça a permis de repousser les Romains il y a un certain nombre d'années, autant quand il s'agit de médecine, on préfère faire appel à des scientifiques. Mais pourquoi s'intéresser d'autant plus à l'incertitude? C'est parce que également, on sait maintenant que les étudiants en santé, ce sont les plus exposés à ces effets négatifs de l'incertitude, en particulier en termes de stress, de risque d'erreur, et donc de retentissement global finalement sur leur bien-être, avec un risque également démontré de décrochage et même d'abandon de leurs études. Alors que faire pour nous, formateurs en santé? Que faire face à ces risques? Eh bien, ce que disent les enseignants, et maintenant il y a quand même un consensus international assez fort, que ce soit chez les Anglais, les Canadiens, les Américains et nous, pour dire qu'il faut former à l'incertitude, et ce, le plus tôt possible, dès le 2e cycle, dans le cadre des études médicales, dès les premières années de cursus, dans le cadre des professions de santé en général. Alors quand on dit ça, on a tout et rien dit. Former,
on ne sait pas comment, et je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous apporter clé en main aujourd'hui le curriculum idéal pour préparer nos étudiants à l'incertitude, il n'existe pas. C'est l'objet de travaux de recherche conduits par beaucoup d'équipes dans le monde actuellement, et dont la nôtre. Par contre, quand on dit dès le deuxième cycle, déjà on jette un pavé dans la mare quand même. Ça fait encore largement débat dans beaucoup d'instituts de formation de savoir à quel moment finalement il faut introduire cette notion d'incertitude chez nos étudiants. Beaucoup de nos curriculums, en particulier en médecine, sont hérités d'une approche purement flexnérienne, vous savez, des sciences purement fondamentales en première année qui vont viser à la fois à sélectionner les étudiants, à développer leur mémoire, à s'assurer qu'ils aient finalement suffisamment de connaissances théoriques avant de se permettre de les exposer à la pratique. Alors que c'est évidemment tout le contraire, et que c'est clairement le fait d'exposer très précocement les étudiants, je vais essayer de vous en convaincre dans la suite de ce topo, à cette dimension d'incertitude qui va permettre de développer chez eux un raisonnement clinique beaucoup plus performant, de les éduquer à la pensée complexe, de les doter de compétences critiques, à même de les amener à faire preuve de créativité et de confort en situation d'incertitude. Alors comment on en est arrivé là, sur cette notion d'incertitude? Un petit retour en arrière. 1900, Sir William Osler, un des père fondateur de la médecine, grand médecin canadien, William Osler avait proposé cet aphorisme « La médecine est une science de l'incertitude et un art des probabilités ». Et je le trouve particulièrement fort quand même. Il faut se remettre dans le contexte, on est il y a plus d'un siècle, on est sur une médecine quasi exclusivement masculine, faite d'ego, quasi exclusivement paternaliste, et dans laquelle il faisait absolument pas bon ton de reconnaître son incertitude ou son impuissance face à une situation. Les médecins raisonnaient sur un socle beaucoup plus limité que maintenant de connaissances, se posaient moins de questions et en tout cas ne partageaient pas leur incertitude. William Osler, avant tout le monde, reconnaissait déjà la place prépondérante de l'incertitude dans notre pratique soignante, et mieux, il l'élevait déjà au rang de science. Il en fait une science, c'est-à-dire considérer l'incertitude comme un objet d'étude à part entière qui doit faire l'objet d'expérimentation pour nous amener progressivement à mieux la gérer, à mieux la tolérer. Et encore plus fort, il fait également opposition avec le domaine des probabilités. Quand il dit c'est un art des probabilités, pour le coup, il sous-entend qu'on peut développer des capacités à manier des probabilités, à probabiliser nos événements cliniques pour anticiper la survenue des événements. Et ça, c'est très fort parce que 50 ans après, les néo-économistes, alors il faut savoir, on n'en parlera pas aujourd'hui, que énormément des recherches et des données acquises dans le champ de la gestion de l'incertitude et du doute sont issues en fait des sciences économiques. On peut citer par exemple Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie dans les années 2000 de l'Université du Michigan, qui a fait un très célèbre livre sur le raisonnement clinique, la prise de décision. Donc beaucoup de ces travaux de l'économie ont nourri les recherches sur l'incertitude. Dans les années 50, les néo-économistes opposaient à leur tour la notion d'incertitude, c'est-à-dire un événement non probabilisable pour lequel on n'a aucun moyen de prédire l'issue, à la notion de risque, qui est lui, un événement probabilisable, ce qui va donner lieu derrière au développement de l'intelligence artificielle. Ça sort un petit peu du périmètre de ce topo aujourd'hui, mais l'IA, typiquement, à ma connaissance, va être bâtie sur des algorithmes qui vont viser à pondérer des données pour produire des probabilités qui vont amener à pouvoir simuler, anticiper la survenue d'un événement. On voit très bien avec cette définition d'emblée que l'IA va se retrouver bloquée, ne va pas nous permettre d'apporter de réponse lorsque les événements n'ont pas de probabilité, lorsque le cours est absolument inconnu. Autrement dit, l'IA, je ne dis pas que ce n'est pas un bon outil, c'est un outil formidable pour permettre d'organiser ses connaissances, de produire des algorithmes décisionnels, de travailler son raisonnement, mais je pense que les médecins sont encore pour longtemps les plus qualifiés, ou les soignants ont encore toute leur place pour faire preuve de raisonnement et gérer les situations d'incertitude. L'IA ne va pas nous remplacer tout de suite. Alors après William Osler, 50 ans après, c'est Renée Fox, c'est une sociologue américaine quand même très importante. C'est la première qui a conduit des recherches ethnographiques. Elle a été observer des étudiants en santé dans les hôpitaux et regarder comment se manifestait chez eux l'incertitude. Et pour elle, elle définit l'incertitude en fonction de la limite de nos connaissances. Vous avez l'incertitude de type 1, c'est quand finalement on n'a pas suffisamment de connaissances pour répondre à un problème. Le type 2, c'est quand pour le coup la science, les connaissances accumulées par l'humanité ne permettent pas de répondre au problème. Et le type 3, plus ambigu, intéressant, c'est quand le médecin, le soignant, l'étudiant ne sait pas se positionner. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez de connaissances? Est-ce que tout simplement elles sont disponibles nulle part? Mais cette définition basée purement sur les connaissances est sans doute pas suffisante et d'autres chercheurs après se sont attelés à faire évoluer un peu le concept. On a Donald Light. Alors Donald Light, il nous dit que l'incertitude, il va falloir entraîner nos étudiants à la contrôler. Et ça n'a pas fait long feu parce que contrôler l'incertitude, on se rend vite compte que ce n'est pas forcément un objectif pédagogique idéal. On s'entraîne à contrôler son stress, à contrôler ses émotions, mais on ne peut pas considérer l'incertitude comme quelque chose de négatif, comme quelque chose finalement qui va nous empêcher de raisonner, de soigner correctement. Au contraire, il faut plutôt essayer d'agir en ayant conscience de cette incertitude et de capitaliser dessus pour pouvoir exploiter tout son potentiel d'apprentissage et de progression. Et c'est là qu'intervient
le professeur Hahn, encore un médecin américain de l'université du Maine, qui lui appelle à tolérer l'incertitude. Et c'est ce concept aujourd'hui qui est en vogue, utilisé partout dans la littérature, alors celui-ci ou celui de confort en incertitude, mais sur lequel on pourra s'appuyer en tant que formateur pour accompagner le développement de la gestion de l'incertitude chez nos étudiants. Je vous recommande chaudement ce livre, Uncertainty in Medicine. Alors il a l'inconvénient d'être écrit en anglais, mais il n'est pas très long, il est extrêmement didactique, très clair, et il fait vraiment une synthèse très éclairante de toute la littérature dans le domaine. Alors, s'intéresser à la tolérance à l'incertitude, c'est bien, il faut encore qu'on définisse un peu les concepts. Et pour commencer, l'incertitude en elle-même, qu'est-ce que c'est ? Il y a eu beaucoup de débats, notamment philosophiques, dans le champ de l'éthique, de la psychologie. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de disciplines. Le professeur Hahn, il nous propose une définition issue des champs des sciences de la santé en général, donc toute profession de santé confondue. Et sa définition, c'est que l'incertitude, c'est un état personnel, métacognitif, conscient de notre propre ignorance, sous-entendu, face à un problème. Et ce schéma, il peut paraître un petit peu peut-être abstrait, abscon au premier regard, mais je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde quelques secondes, parce qu'il explique vraiment toute la philosophie en fait, qui va soutenir cette démarche de développement de la tolérance à l'incertitude. Quand vous regardez en bas à droite, quand vous regardez les deux axes du schéma, vous avez d'un côté le degré de conscientisation, et de l'autre côté le degré de compréhension qu'on a face à un problème. Tout en bas, on est dans le degré de cognition minimale, on aborde un problème. Un étudiant, par exemple, qui va avoir des connaissances, va vous dire « bah oui, je sais quoi faire, j'ai déjà vu ça dans mon livre, j'agis, voilà ma réponse ». Et puis à l'opposé, vous aurez l'étudiant qui dit d'emblée « bah non, je ne sais pas, j'ai jamais vu ça, donc je ne réponds pas ». Et ça, c'est l'étudiant qui est ignorant, avec le danger même à l'extrême de l'étudiant ou du professionnel qui ne sait pas du tout, mais qui va quand même prendre une décision, de manière automatique très souvent. Et c'est là qu'on arrive sur des risques ou des dangers de dépassement de ces limites de compétences qu'on peut voir parfois chez les étudiants. Mais quand on s'élève à un niveau supérieur, à un niveau métacognitif, et ça c'est largement soutenu par la réflexivité, l'objectif c'est de faire d'une simple connaissance une certitude et de transformer notre ignorance en une incertitude. Autrement dit, l'étudiant vous dit « oui, j'ai bien vu ce problème, je pense savoir y répondre, j'ai mobilisé des connaissances effectivement qui semblent me permettre de résoudre le problème qui m'est posé. J'ai pris en compte toutes les autres données qu'il y a dans ce problème. Ça ne remet pas en cause ma représentation de la situation. Oui, je suis certain que c'est la meilleure décision que je peux prendre dans cette situation. A l'inverse, si on arrive à ce qu'un étudiant dans l'ignorance, au lieu de nous dire bah, « je ne sais pas, j'ai jamais vu ça », nous dise bah, « j'ai des difficultés pour répondre, voilà comment je me représente le problème ». Voilà quelles hypothèses je génère, ou au contraire, quelles hypothèses je n'arrive pas à générer, ou voilà quelles sont mes difficultés pour bâtir mon plan de soins, pour prioriser les différentes étapes du raisonnement clinique. Et puis voilà, ça c'est l'idéal, les sources d'incertitude que j'identifie même dans ma situation. Là, quand on fait ça, on a tout gagné. Autrement dit, ce schéma nous montre que l'incertitude, finalement, quand un étudiant arrive à verbaliser un état d'incertitude, c'est quelque part une victoire, moi je pense. C'est déjà une première trace d'apprentissage solide et en tout cas une démonstration de compétence. Ça veut dire qu'il a été capable de se représenter un problème, d'engager un processus de raisonnement clinique efficace, d'identifier ses difficultés. Et à partir de là, nous, en tant que formateurs, on va avoir des leviers pour jouer. On va avoir des stratégies de remédiation à proposer qui vont être ciblées en fonction des difficultés identifiées. Donc cette incertitude, ça devient un réel enjeu de formation dès lors qu'on va aider nos étudiants à la conscientiser. Alors je vous parlais des sources d'incertitude. Pour qu'il y ait incertitude, il faut qu'il y ait des informations dotées de caractéristiques spécifiques propres à générer du doute dans notre esprit. Et là encore, le professeur Hahn nous propose cette taxonomie. Il nous dit qu'il y a 3 sources d'incertitude qui ont été identifiées. Il y a les probabilités. Les probabilités, c'est typiquement quand on n'arrive pas à prévenir la survenue d'un événement, la personne qui dit alors, à propos de son proche, est-ce qu'il va s'en sortir ? Il est très rare qu'on ait gravé dans le marbre des probabilités pour dire bah oui, il y a 90% de chances que ça évolue bien, 15% de chances que ça évolue pas bien. Non, sinon on serait dans la gestion du risque, comme le disent les économistes. Donc, dilemme en termes de probabilité, source fréquente d'incertitude dans le soin. Excusez-moi. L'ambiguïté, deuxième source tout aussi fréquente. L'ambiguïté, c'est par exemple des informations contradictoires. Vous ne savez pas quoi faire dans une situation, vous faites appel à l'avis de 2 experts, il y en a un qui dit noir, un qui dit blanc. Il y a clairement des injonctions contradictoires, on se retrouve bloqué. Une ambiguïté fréquente qu'on voit de plus en plus, notamment à l'heure de la médecine personnalisée, à l'heure où on intègre de plus en plus de variables, de caractéristiques d'un patient dans notre prise de décision, c'est est-ce que les recommandations que j'ai dans cette situation, basées sur une population générale, peuvent vraiment s'appliquer à mon patient ? Autrement dit, dans quelle mesure la population d'études sur laquelle on a bâti ces recommandations
reflète, correspond au patient avec toute sa complexité, toute sa singularité que j'ai en face de moi. Ça, c'est des questions qui se posent de plus en plus. Et puis une dernière source fréquente d'incertitude, en particulier pour vous, urgentistes impliqués en soins critiques, c'est la complexité. Quand on a à gérer dans un espace de temps réduit un flot d'informations, à même de dépasser nos fonctions cognitives. L'exemple du patient polytraumatisé, il y a un énorme travail, j'imagine, de priorisation, de hiérarchisation à faire en fonction des défaillances et des traitements à mettre en place. Ça génère évidemment un sentiment d'incertitude. Mais une fois qu'on a vu ces sources d'incertitude, on les replace dans le cadre un peu plus global de la tolérance à l'incertitude. Alors, ça fait un schéma qui peut paraître un peu dense, et je m'en excuse, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas si compliqué. Vous avez d'un côté les sources d'incertitude, probabilité, ambiguïté, complexité, et puis évidemment, ces sources, elles vont être perçues par notre étudiant, perçues au niveau cortical. Cette perception, on l'abordera pas aujourd'hui, faute de temps, mais elle est fondamentale, parce que l'étudiant qui perçoit l'incertitude, c'est déjà la preuve qu'il est capable de diagnostiquer l'incertitude. On se rend compte dans plusieurs travaux qu'on a pu conduire que beaucoup d'étudiants en fait, ne savent même pas ce que c'est qu'un état d'incertitude, et donc restent dans l'ignorance parce qu'ils n'identifient pas, ils n'ont pas la capacité de diagnostiquer l'incertitude face à un problème clinique. Et puis cette perception est également importante parce qu'elle va conditionner toutes les réponses qui sont mises en jeu immédiatement après. Et dans les réponses, on distingue des domaines cognitifs, émotionnels, comportementaux, avec à chaque fois des réponses de valence plutôt négative et des réponses de valence plutôt positive. Le cognitif et l'émotionnel sont très intéressants en ce qu'ils vont influencer les comportements mis en jeu par nos apprenants en situation d'incertitude. Et ces comportements nous intéressent au plus haut point parce qu'ils sont plus facilement évaluables et directement observables. Par exemple, ce que vous faites en simulation ou en situation d'apprentissage authentique. Et puis le dernier cadre, celui des modérateurs, c'est toutes les caractéristiques, que ce soit celles de l'étudiant, celles de son environnement de travail, de son environnement personnel, socio-culturel, qui sont à même de modifier la manière dont il va tolérer l'incertitude. Alors, une fois passée cette étape un peu fastidieuse des définitions, comment on peut commencer à transposer ça dans nos pratiques de formateurs? Le professeur Hahn, toujours le même, en fait, il propose d'identifier 3 vertus. Il appelle ça des vertus cardinales, qui sont finalement comme des caractéristiques de nos étudiants et qui mériteraient d'être cultivées pour soutenir chez eux le développement d'une tolérance à l'incertitude. La première de ces vertus, c'est l'humilité. Par humilité, on entend ce qu'il appelle la transcendance verticale, autrement dit, ce qui va aider la possibilité de s'élever au niveau métacognitif, de prendre conscience de nos propres limites, de la finitude de nos connaissances, et donc de se placer dans cet état d'incertitude propre à générer derrière des stratégies qui vont soutenir le développement des compétences. Et puis la deuxième grande qualité, c'est la flexibilité. Ce qu'il appelle la transcendance, cette fois horizontale, la possibilité de s'adapter à différentes situations en combinant des ressources, une variété de ressources internes, externes, différentes réponses, différentes stratégies. On voit ici, on s'approche petit à petit de la définition de compétences, cela dit en passant, de développer cette flexibilité, cette adaptabilité qui va permettre de faire face à une foultitude de situations. Et puis la dernière, c'est le courage. Le courage, c'est ce qu'il entend par la capacité à avancer malgré l'incertitude, quand on est en face d'une incertitude irréductible, d'être capable quelque part d'en faire fi, ou en tout cas d'en gérer l'impact, notamment émotionnel, pour pouvoir remplir pleinement son rôle, malgré la difficulté de la situation. Alors comment cultiver cette humilité ? Une des solutions qui est appelée par beaucoup d'auteurs, c'est de développer ce qu'on appelle la maturité épistémique. Alors vous savez, on aime souvent en sciences humaines les gros mots, mais par maturité épistémique, on fait en fait référence à l'épistémologie. C'est en gros le rapport qu'on a à nos propres connaissances, c'est la capacité qu'on a à se demander est-ce que je sais vraiment ce que je sais? On m'a appris ça, mais est-ce que réellement cette connaissance est solide? Est-ce qu'elle est valable dans ce contexte donné? C'est la capacité qu'on a à exercer un esprit critique finalement sur notre propre jugement. Et pour développer cette maturité chez nos étudiants, en fait, les éduquer à ce qu'on appelle la pensée complexe, il faut les apprendre à questionner leurs connaissances. Ça se fait à la lumière des grandes évolutions et des grands événements qui peuvent survenir, mais ça se fait au travers de jeux de rôle, de consultations simulées, impliquant des patients partenaires. L'approche centrée patient, elle est centrale là-dedans aussi pour confronter les points de vue. Développer leur réflexivité au travers de GEP, de portfolios, et puis utiliser les humanités, quelque chose qui est très en vogue, les sciences humaines outre-Atlantique, par exemple. On fait travailler les étudiants sur des œuvres d'art, on les met tous face à un tableau d'un artiste, et puis on va, chacun par petits groupes, leur demander quel sens ils cherchent à donner à cette œuvre, et en faisant confronter leur point de vue, on va se rendre compte que chacun va avoir une interprétation différente, que pour autant il n'y en a pas une qui est bonne, il n'y en a pas une qui est fausse, et qu'on arrive finalement à un consensus collectif en croisant comme ça les points de vue. Cette maturité épistémique, cette pensée complexe, elle est indispensable à l'étape de diagnostic de l'incertitude. Et puis il y a la flexibilité. Et pour ça, il va falloir favoriser l'acquisition de connaissances opérationnelles qui soient transférables dans la pratique. Ça passe par le développement
déjà des connaissances et leur organisation sous forme de prototypes et de scripts qui soient utilisables. Et ça, comme vous le savez, c'est favorisé par l'apprentissage authentique, bien sûr. Il va falloir les former au raisonnement clinique, il va falloir développer leur créativité aussi pour leur permettre de mettre en œuvre justement tout un tas de solutions dans des situations parfois inattendues. Et puis, finalement, les aider à transférer dans un maximum de situations. Et par exemple, là, la simulation pleine échelle, comme vous la pratiquez, elle a toute sa place justement pour favoriser ce transfert d'apprentissage et donc accompagner le développement d'une compétence de gestion efficace de l'incertitude. Et puis enfin, le courage. Et moi, je pense que cette vertu du courage, et je pense, et ça a été montré par plusieurs études récemment, c'est là qu'on a tout notre rôle. Le modèle de rôle, c'est un outil extrêmement puissant pour accompagner nos étudiants, leur apprendre à faire face à ces situations de crise qui sont souvent source de stress, les situations d'incertitude, de doute prolongés comme ça. Et au-delà du modèle de rôle, il y a une posture du formateur qui paraît très importante, c'est celle de ce que les anglo-saxons appellent l'intellectual candor, c'est finalement l'honnêteté intellectuelle. Il va falloir donner la capacité à nos étudiants, la possibilité d'accéder à notre boîte noire, de leur exposer explicitement le cours de notre pensée, leur faire état de nous, de notre propre incertitude. Ça veut dire un effort de notre part aussi de réflexivité, d'une part d'identifier notre incertitude, de ne pas la banaliser, parce qu'effectivement, au fil de la pratique, avec l'expérience, on va avoir tendance à normaliser des situations, mais qui ne le sont pas pour nos étudiants. Donc peut-être reconnaître avec eux, partager nos doutes, notre incertitude, analyser avec eux à quel moment se situe notre difficulté dans la prise de décision, pondérer avec eux les différentes options disponibles. Ça, c'est quelque chose de très puissant dans toutes les études qui ont été conduites auprès des étudiants et qui, à la fois, permet de les rassurer, de normaliser pour eux, d'accepter cette dimension d'incertitude sans qu'ils se sentent incompétents, en difficulté, frustrés ou stressés. Et puis, ça permet de les équiper de ressources tactiques diversifiées grâce à l'expérience de leur mentor. Le professeur Anne nous propose aussi une taxonomie des réponses qu'on peut apporter à l'incertitude, que je ne développe pas ici, mais vous voyez qu'à l'extrême gauche du schéma, vous avez les réponses, excusez-moi, qui sont fondées sur, qui visent à réduire l'ignorance. C'est ce qu'on fait quand on fait la bibliographie, on va chercher d'autres connaissances, mais très souvent, quand l'incertitude elle est complètement absolue, elle est irréductible, on va chercher à gérer soit notre réponse, comment je réponds au stress produit par cette incertitude, est-ce que je peux prendre du recul, est-ce que je peux me rapprocher de collègues, qu'est-ce que j'attends d'eux à ce moment-là, peut-être que c'est juste de la réassurance, de leur partager avec eux mes doutes, peut-être que j'attends de la confrontation de leur point de vue, qu'ils aient des solutions à cette situation aussi, qu'on puisse avancer ensemble pour améliorer la prise en charge du patient. Il y a une vingtaine comme ça de ressources tactiques, de stratégies aussi, qui ont été proposées, qui ont été observées en situation, sur quelques études qu'on a pu conduire, sur une étude multicentrique notamment, qui a été faite chez des internes de 5 facultés françaises. On se rend compte que les étudiants, ils ne maîtrisent que 3 ou 4 de ces stratégies, clairement. Donc il y a un travail à faire pour développer aussi un confort en situation d'incertitude. Le temps est terminé. Alors, ma dernière diapo, est-ce que c'est la fin du voyage ? Mais pas tout à fait, il reste encore beaucoup de choses à faire, je pense vous en avoir convaincu. Il va falloir faire de la tolérance à l'incertitude une compétence à part entière. Et ça va se faire au prix d'une évolution collective. Il va falloir aligner les modalités d'évaluation sur nos objectifs, on n'en a pas parlé, et puis surtout peut-être reconnaître la valeur de l'erreur, le culte de l'erreur, comme peuvent l'avoir les Américains. Par exemple, Richard Feynman, prix Nobel de physique quantique, qui disait « Ce qui n'est pas entouré d'incertitude ne peut pas être la réalité ». Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cette très 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 belle présentation, très dense. Ce qui serait bien, c'est que ça suscite des réactions, des questions dans la salle. Il y a quelqu'un qui se promène avec un micro. Très bien. Je précise que je vous ai également laissé mon mail sur la dernière slide, si certains d'entre vous sont intéressés par la thématique. Si vous êtes sage, je vous donnerai son 06. Par la thématique ou aux demandes de bibliographie en plus, je serai ravi d'échanger avec vous par mail ou de vous envoyer des documents complémentaires si vous le souhaitez. Je vous ai senti, Nicolas, éloigner très vite l'intelligence artificielle. Non, alors c'est une question difficile. Non, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'intelligence artificielle et c'est vrai que sur le temps imparti... Est-ce que ça peut gommer certaines zones d'incertitude? Est-ce que ça peut aider à border? Tout à fait. L'intelligence artificielle elle a très probablement un très gros pouvoir. Elle ne réduira jamais complètement l'incertitude, encore une fois. En tout cas, pas tout de suite. Quand même intéressant de regarder. On s'est amusé à faire quelques études là dans le service avec ChatGPT. Peut-être que vous vous êtes amusé aussi. On leur a soumis des cas difficiles de médecine interne. Sur 10 cas, il nous en résout quand même 3 ou 4, quoi. Donc c'est pas si mal. Là où des experts souvent n'en résolvent aucun.
Après, ces algorithmes sont limités et pondent parfois des énormes bêtises aussi, parce qu'ils sont basés soit sur des réseaux sémantiques, ils vont chercher des mots dans une bibliographie, et à ce moment-là, ils ne vont pas intégrer, par exemple, de connaissances conditionnelles. Ils ne vont pas prendre en compte comment dire, de conditions avant de formuler leur réponse, comme nous, on serait amené à le faire dans notre pratique. Et puis, beaucoup d'algorithmes, sinon, sont, comme je le disais, basés sur des probabilités. Autrement dit, ils nécessitent qu'ils puissent a priori déterminer la probabilité d'un événement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce patient? L'algorithme pourra vous répondre si on connaît dans sa situation précise le taux de mortalité et son évolution si on met tel traitement, tel traitement. Est-ce que Nicolas, au contraire, c'est pas... Est-ce que c'est pas un peu... Il y a des qualités exceptionnelles sur l'IA, moi non plus je ne suis pas un grand spécialiste, mais est-ce que ça ne risque pas de renforcer la certitude et de conduire encore à plus de dégâts sur certains points ou pas? L'intelligence artificielle? Oui. Est-ce qu'on ne va pas dire j'ai questionné l'IA, donc maintenant je sais? C'est probablement un risque. La salle est toujours en somnolence post-prandiale tardive ou... Ah, monsieur, il y a une question, je ne sais pas s'il y a un micro qui peut aller... Levez votre bras, monsieur, que les... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr Signaté, je suis le référent du CESU de Cayenne en Guyane française. J'ai quelques questions par rapport à... Vous avez parlé un peu sur la partie culturelle. Je voulais savoir quelle est... moi, je suis d'origine sénégalaise. Hein. On a beaucoup type d'éducation plutôt par ce qu'on va appeler maître à la place de mentor. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre l'apport ou en tout cas l'apprentissage à la gestion de l'incertitude de la part de quelqu'un qui a un maître et de la part de quelqu'un qui a plutôt un mentor? Et voilà, c'est ma question. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser la distinction que vous faites entre maître et mentor? Le maître, il a une sorte de, on va dire, de contrôle sur beaucoup, culturellement parlant, sur plusieurs aspects de la vie de son disciple, de sa partie. Ça va jusqu'à des prises de décision par rapport à sa vie sociale, au mariage, au nom des enfants. Voilà. Et ça, sur la partie médicale, moi, je sentirais ça comme quelqu'un qui va influencer, qui va entraîner un type de biais par rapport à une certitude ou à une incertitude. Un mentor, ça va être plutôt dans le sens d'un guide. Voilà. Et puis, il y a une autre catégorie aussi chez nous, ce n'est ni le mentor ni le guide, mais une sorte de référent, plutôt familial. Généralement, c'est plutôt le plus âgé ou le patriarche qui éduque aussi d'une certaine façon, qui fait que si vous êtes issu d'une éducation de ce type-là et que vous êtes médecin, vous avez aussi un mode de raisonnement qui parfois entraîne des biais. Après, l'avantage, c'est que ça renforce la partie humilité de ce que vous avez appelé. Parce que sur la partie, il y a sur une de vos diapositives ou en bas à gauche, sur la combinaison, il y a une phrase qui est écrite. Si je ne sais pas que je ne sais pas. Alors, chez nous, la phrase, elle continue. Et il y a plusieurs versions. C'est si je ne sais pas que je ne sais pas, je ne saurai jamais. Si je sais que je ne sais pas, je saurai. Et voilà, donc il y a plusieurs versions de ce type-là où ça permet de gérer aussi cette partie de l'incertitude. Alors, on est d'accord que du coup, ça se situe, mentor, maître, c'est en dehors du cadre des études de médecine, c'est en dehors du cadre académique, hein, c'est même avant, c'est dès la naissance finalement, c'est un accompagnement tout au long de la vie, c'est ça? Ouais, donc il est très probable que ça influence. Il est très probable que ça influence. Je n'ai pas connaissance d'études qui a été faite pour vous dire dans quel sens. Les quelques études qui ont étudié l'effet de ces facteurs modérateurs, je vais répondre brièvement parce que le temps est compté, je pense, ouais. Mais elles ont été conduites aux États-Unis, donc pas forcément représentatif de ce modèle familial-là, avec des données encore une fois très limitées. On a pris en compte, par exemple, comme font souvent les Américains, l'origine ethnique. On a comparé les hispaniques ou les populations latines, les populations afro-caribéennes, etc. On a comparé parfois les niveaux de revenus, et on se rend compte que tout ça, ça influence
quelque part la gestion de l'incertitude, mais comme le cursus médical en général, mais on ne peut pas en tirer plus de généralité que ça. Donc je ne saurais pas vous répondre. Après, une bonne question pour terminer, c'est de savoir dans quelle mesure finalement cette tolérance à l'incertitude, est-ce qu'elle est déterminée ou pas comme un trait de personnalité dès l'adolescence, ce qu'on a pensé pendant des dizaines d'années, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui peut évoluer, et c'est ce que j'espère, puisque nous, en tant que formateurs, à ce moment-là, on va pouvoir travailler dessus tout au long du cursus médical. Autrement dit, il y a ce qui s'est passé dans la sphère familiale en amont, mais nous, on va pouvoir agir dessus quand même en mettant des bonnes formations, quel que soit le background, l'origine sociale, pour aider nos étudiants à s'élever dans ce domaine-là. Un grand merci pour cette réponse. J'espère que ça clarifie un petit peu les choses.